Bonjour à tous. Bienvenue de retour dans les histoires d'horreur de Monsieur Mystique. Ce soir, nous vous apportons cet récit profondément troublant, inspiré de faits réels, qui se sont déroulés dans de petits villages d'Alaska. Ces histoires vous feront douter de ce qui se passe réellement lorsque la civilisation s'arrête et que la nature sauvage commence. Ces récits ne sont pas des fictions, mais des témoignages authentiques partagés par des personnes ayant vécu dans des endroits où l'aide est à des jours de distance, et où l'isolement peut briser même les esprits les plus forts. Chaque histoire a été méticuleusement documentée grâce à des témoignages directs, des récits de témoins et des archives vérifiées provenant de communautés dispersées à travers la dernière frontière américaine. L'Alaska recèle des secrets que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et peut-être est-ce mieux ainsi. L'immensité des terres, les mois d'obscurité et l'isolement total créent des conditions où l'impensable devient réalité. Si vous aimez les récits d'horreur authentiques, ancrés dans des événements réels qui vous tiendront éveillé la nuit, abonnez-vous à Dossier Enfoui et activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer nos dernières enquêtes dans les recoins les plus sombres de l'expérience humaine. Après avoir écouté ces récits glaçants, nous voulons entendre vos propres expériences ou connaissances sur les communautés isolées où des choses étranges se produisent. Installez-vous confortablement pendant que nous explorons ce qui arrive lorsque les gens sont véritablement seuls dans l'obscurité glaciale des petits villages d'Alaska. Samuel, un mécanicien de 45 ans, avait passé toute sa vie dans le village isolé de Kivalina, en Alaska. La population n'avait jamais dépassé 200 âmes, et tout le monde connaissait les affaires de chacun. Le village était situé sur une étroite île barrière, entourée par la mer des Tchouktches d'un côté et une lagune de l'autre. La route la plus proche se trouvait à plus de 100 km, de l'autre côté de la toundra gelée. Samuel voulait que cette histoire soit documentée, car il souhaitait que les gens comprennent comment l'isolement et les longues nuits polaires de l'hiver arctique peuvent transformer un homme en quelque chose de méconnaissable, et comment la confiance d'une communauté peut être utilisée comme une arme contre les innocents. Samuel avait grandi à Kivalina, apprenant son métier de son père, qu'il avait lui-même appris de son grand-père. Dans un village où une panne d'équipement pouvait signifier la vie ou la mort pendant les hivers brutaux, un bon mécanicien valait son poids en or. Samuel réparait les motoneiges, les générateurs, les moteurs de bateaux et tout ce qui avait un moteur. C'était le genre d'homme que les gens appelaient à 2 heures du matin lorsque leur système de chauffage tombait en panne et que les températures chutaient à moins 40 degrés Celsius. Il n'avait jamais marié, satisfait de son travail et de sa place dans la communauté. Sa petite maison, en bordure du village, était encombrée d'outils et de pièces de rechange, mais c'était son sanctuaire. Il connaissait chaque famille de Kivalina, avait réparé leurs machines, partagé des repas avec eux, pleuré leurs pertes et célébré leur victoire. En octobre 2017, un homme nommé Marcus arriva par l'avion hebdomadaire en provenance de Kotzebue. Il avait la trentaine, était blanc, avec une barbe hirsute et des mains marquées par le travail. Marcus avait été embauché par la coopérative de transformation de poissons, qui opérait pendant les mois d'été mais avait besoin d'une maintenance toute l'année. La coopérative avait tenté d'embaucher localement pendant des années, mais la plupart des jeunes partaient pour des villes plus grandes, et ceux qui restaient avaient d'autres obligations. Marcus arrivait avec des références de stations de transformation des îles Aléoutiennes, et il semblait enthousiaste malgré l'isolement. Le gérant de la coopérative, un homme nommé Robert, le cousin de Samuel, se porta garant pour Marcus et l'aida à s'installer dans l'un des petits appartements au-dessus du bâtiment de la coopérative. Samuel rencontra Marcus au magasin du village 3 jours après son arrivée. Il faisait déjà nuit à 16 heures, et la température était tombée en dessous de zéro. Marcus luttait avec une porte récalcitrante sur l'un des véhicules utilitaires de la coopérative, son souffle formant des nuages blancs tandis qu'il jurait contre le métal gelé. Samuel s'approcha et offrit son aide. En quelques minutes, il avait réparé la porte et expliqué à Marcus les astuces pour maintenir les machines en état de marche dans des conditions arctiques. Marcus fut reconnaissant et offrit un café à Samuel au magasin. Ils parlèrent pendant 1 heure, et Samuel se surprit à apprécier le nouveau venu. Marcus posait de bonnes questions sur la survie en hiver, sur la communauté et sur la terre. Il semblait respectueux et sincèrement intéressé à faire de Kivalina son foyer. Au cours des semaines suivantes, Samuel et Marcus développèrent une amitié. Samuel apprit à Marcus à hiverner correctement les équipements, à maintenir les générateurs en marche pendant les blizzards, à s'habiller en couche et à surveiller les engelures. Marcus aida Samuel pour les travaux nécessitant 2 paires de mains, et il s'avéra être un apprenant rapide. Samuel le présenta dans le village, et Marcus fit des efforts pour assister au rassemblement communautaire et apprendre des phrases de base en inupiaq. En novembre,
lorsque le soleil disparut sous l'horizon pour la longue nuit polaire, Marcus semblait devenir une partie intégrante de Kivalina. Mais ensuite, des choses étranges commencèrent à se produire. De petits objets commencèrent à disparaître des maisons du village, un couteau de chasse d'une maison, un collier d'une autre, une boîte de munitions, un téléphone satellite. Rien de grande valeur, mais des objets personnels dont les gens remarquaient l'absence. Dans une communauté aussi petite et soudée que Kivalina, le vol était presque inouï. Les portes étaient rarement verrouillées. Les gens se faisaient confiance parce qu'ils le devaient. La survie dans un environnement aussi hostile exigeait coopération et soutien mutuel. Les vols créèrent une atmosphère de suspicion et de malaise étrangère au village. Samuel entendit parler pour la première fois des objets manquants lors d'une réunion communautaire à la fin novembre. L'obscurité à l'extérieur était absolue, et le vent hurlait contre les murs du centre communautaire. Plusieurs personnes se levèrent pour signaler ce qui avait été volé chez elles. Les anciens avaient l'air troublés. Autrefois, disaient-ils, un tel comportement aurait été traité rapidement, car une personne qui volait la communauté mettait tout le monde en danger. Robert, le gérant de la coopérative, suggéra d'organiser une veille du village et de s'assurer que chacun sécurise mieux ses affaires. Il y eut un accord général, mais Samuel pouvait voir l'inquiétude sur les visages des gens. Quelque chose avait changé à Kivalina, et personne ne savait comment y remédier. Marcus assista à cette réunion, assis silencieusement au fond. Samuel le vit prendre des notes, ce qui semblait étrange, mais il pensa que Marcus voulait peut-être s'inscrire pour la veille. Après la réunion, Marcus s'approcha de Samuel et exprima son inquiétude face au vol. Il dit espérer que le village attraperait le coupable, car cela le mettait mal à l'aise de savoir qu'il y avait un voleur parmi eux. Samuel acquiesça, bien qu'il trouvât quelque chose de légèrement décalé dans le ton de Marcus. Il ne pouvait pas identifier ce qui le dérangeait, alors il l'attribua à sa propre paranoïa, exacerbée par la situation. Décembre arriva, et les vols continuèrent malgré la veille du village. Plus d'objets disparurent, et la tension à Kivalina devint palpable. Les gens commencèrent à verrouiller leurs portes pour la première fois depuis des années. Des voisins, amis depuis des décennies, se regardaient avec suspicion. L'obscurité et le froid semblaient peser davantage, et Samuel remarqua que les gens ne se rassemblaient plus autant le soir. Le tissu social du village se délitait, et il se sentait impuissant à l'arrêter. Puis, à la mi-décembre, tout changea pour Samuel. Un soir, après avoir travaillé sur un générateur à l'école, il rentra chez lui pour trouver Robert et deux autres membres du conseil du village qui l'attendaient devant sa maison. La température était de -30°C, et leur visage était grave. Robert expliqua que plusieurs personnes s'étaient manifestées avec des préoccupations concernant Samuel. Ils l'avaient vu près de leur maison au moment où des objets disparaissaient. Une personne affirma l'avoir vu agir de manière suspecte près d'une fenêtre. Une autre dit que Samuel avait posé des questions inhabituelles sur ce que les gens gardaient chez eux. Les preuves étaient circonstancielles, mais troublantes, et le conseil devait fouiller la maison et l'atelier de Samuel. Samuel, debout dans l'obscurité glaciale, était trop choqué pour parler. C'étaient des gens qu'il connaissait depuis toute sa vie. Des gens dont il avait réparé les équipements d'innombrables fois, dont il avait aidé les enfants, et dont il pensait que la confiance était inébranlable. Il essaya d'expliquer qu'il se promenait souvent dans le village à des heures indues parce qu'on l'appelait pour des réparations d'urgence, mais il pouvait voir le doute dans leurs yeux. La longue obscurité et le stress des vols avaient créé une atmosphère où la raison était submergée par la peur et la suspicion. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la fouille. Il ne trouvait rien dans sa maison, mais dans son atelier, caché dans une boîte à outils qu'il utilisait rarement, ils découvrirent plusieurs des objets manquants, le couteau de chasse, le collier, les munitions. Samuel fixa les objets avec incrédulité. Il ne les avait jamais vus auparavant. Il essaya d'expliquer que quelqu'un avait dû les placer là, mais ses protestations sonnaient faibles, même à ses propres oreilles. Pourquoi quelqu'un le piégerait-il? Quel motif pourrait-il y avoir? Les membres du conseil le regardèrent avec un mélange de déception et de colère. Robert, son propre cousin, se détourna sans croiser son regard. Ils confisquèrent les objets volés et dirent à Samuel qu'il devait rester chez lui, sauf pour les déplacements essentiels, pendant qu'il décidait de la suite à donner. Dans un village sans force de police et sans moyen facile de contacter les autorités extérieures en hiver, la justice était gérée en interne. Samuel passa les jours suivants dans une sorte d'enfer. Il ne pouvait ni manger ni dormir. Il repassait chaque interaction qu'il avait eue avec les gens du village, essayant de comprendre comment cela avait pu arriver.
Il pensait à Marcus, à la façon dont le nouveau venu s'était intéressé à ses routines et à son emploi du temps. Il se souvenait de Marcus posant des questions sur différentes maisons, sur qui vivait où, sur la disposition du village. À l'époque, cela avait semblé être une curiosité normale de la part de quelqu'un essayant de connaître sa nouvelle communauté. Maintenant, ces questions prenaient une signification plus sombre. Le 3e jour de sa réclusion, pendant une brève accalmie du vent, Samuel décida qu'il devait enquêter. S'il voulait laver son nom, il devrait trouver des preuves lui-même. Il attendit tard dans la soirée, lorsque la plupart des gens étaient chez eux, et se rendit au bâtiment de la coopérative où vivait Marcus. La température était tombée à moins 40 degrés Celsius, et le brouillard de glace qui se formait parfois par grand froid planait dans l'air, réduisant la visibilité à quelques mètres. Samuel atteignit le bâtiment sans être vu et monta silencieusement les escaliers extérieurs menant à l'appartement de Marcus. La porte était verrouillée, mais Samuel avait aidé à installer les serrures lors de la rénovation des appartements des années auparavant. Il connaissait leurs faiblesses. À l'aide d'un morceau de métal fin tiré de sa poche, il manipula le mécanisme et ouvrit la porte en douceur. À l'intérieur, l'appartement était chaud et faiblement éclairé par une seule lampe. Marcus n'était pas là, probablement en train de travailler tard à l'usine de transformation. Samuel se déplaça rapidement, fouillant les tiroirs et les placards avec l'efficacité de quelqu'un qui sait trouver des choses dans des espaces encombrés. Dans le placard de la chambre, sous une planche de parquet desserrée, Samuel trouva un sac à dos. À l'intérieur se trouvaient d'autres objets manquants du village, des outils, des bijoux, des papiers personnels, des photographies. Il y avait aussi un ordinateur portable qui semblait détonner parmi les autres objets. Samuel l'ouvrit et constata qu'il n'était pas protégé par un mot de passe. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Malgré l'air chaud de l'appartement, Marcus avait des fichiers documentant son séjour à Kivalina et dans d'autres villages isolés à travers l'Alaska et le nord du Canada. Il avait un mode opératoire. Il arrivait dans une communauté isolée, s'établissait comme un membre digne de confiance, puis commençait une campagne systématique de vol et de manipulation psychologique. Mais les vols n'étaient pas motivés par la valeur des objets. Il visait à créer le chaos et la méfiance. Marcus tenait des notes détaillées sur les structures sociales de chaque communauté, sur qui faisait confiance à qui, sur les failles qui pouvaient être exploitées. À Kivalina, il avait identifié Samuel comme le bouc émissaire parfait en raison de son accès aux maisons, de sa nature solitaire et de sa position de confiance. Il y avait des photographies d'autres villages, d'autres victimes qui avaient été accusées à tort des vols de Marcus. Certaines notes suggéraient que Marcus avait réussi à détruire la cohésion sociale de communautés entières, retournant les voisins les uns contre les autres jusqu'à ce que les villages cessent essentiellement de fonctionner. Il documentait tout cela avec un détachement clinique profondément troublant. Il y avait aussi des références à des accusations criminelles dont il avait fui dans les 48 États inférieurs, à des ordonnances restrictives et à des accusations de harcèlement. Marcus était un prédateur qui avait découvert que les villages isolés de l'Alaska offraient des terrains de chasse parfaits, car ils étaient isolés, avaient une application limitée de la loi et des habitants nécessairement confiants. Samuel photographia tout avec son téléphone, les mains tremblantes de peur et de rage. Il remit le sac à dos exactement comme il l'avait trouvé et quitta l'appartement, s'assurant de verrouiller la porte derrière lui. Dehors, le froid le frappa comme un coup physique, mais il ne le remarqua à peine. Il se rendit directement chez Robert et frappa à la porte jusqu'à ce que son cousin réponde. Dans la cuisine chaude de Robert, avec la femme et le fils adolescent de Robert comme témoins, Samuel leur montra ce qu'il avait découvert. Il regarda le visage de Robert changer alors qu'il faisait défiler les photographies sur le téléphone de Samuel. Voyant la réalisation se faire jour, ils avaient été manipulés par quelqu'un qui comprenait exactement comment exploiter leur confiance et leur isolement. Robert convoqua immédiatement une réunion d'urgence du conseil, et en moins d'une heure, la plupart des dirigeants du village étaient rassemblés. La décision fut prise de confronter Marcus immédiatement. Il ne pouvait pas risquer qu'il découvre que Samuel avait trouvé les preuves et s'enfuit avec le prochain avion. Un groupe d'hommes, incluant Samuel et Robert, se rendit à l'usine de transformation où Marcus travaillait de nuit. Lorsqu'ils entrèrent, Marcus leva les yeux de l'équipement qu'il réparait et comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Il essaya de fuir, mais il n'avait nulle part où aller. Le bâtiment était entouré d'hommes qui connaissaient intimement le village. Et à l'extérieur, il n'y avait que l'obscurité glaciale et le froid mortel. Ils amenèrent Marcus au centre communautaire et lui montrèrent les preuves. Au début, il nia tout, mais face aux photographies et aux témoignages de Samuel, ses dénégations devinrent moins convaincantes. Finalement,
alors que la nuit avançait et que tout le village s'était rassemblé pour entendre ce qui s'était passé, la façade de Marcus se fissura. Il avoua les vols et le fait d'avoir piégé Samuel, mais il ne montra aucun remords. Au lieu de cela, il se lança dans une tirade amère sur la naïveté et la confiance des habitants de Kivalina, sur la facilité avec laquelle il les avait manipulés, sur la façon dont leur isolement en faisait des victimes parfaites. Ces paroles étaient glaçantes par leur froideur et leur mépris. Le conseil du village contacta les policiers d'État de l'Alaska par téléphone satellite, mais le détachement le plus proche était à Kotzebue, et les conditions météorologiques rendaient impossible leur venue avant au moins une semaine. Le conseil décida de détenir Marcus dans une pièce sécurisée du centre communautaire, sous garde constante, jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Samuel fut publiquement disculpé de toute suspicion, mais les dégâts infligés à la communauté étaient faits. La confiance qui unissait Kivalina avait été brisée, et sa réparation prendrait du temps. Lorsque les policiers arrivèrent enfin et prirent Marcus en charge, le village en apprit davantage sur son passé. Il avait des mandats d'arrêt en cours dans les États de Washington et de l'Oregon. Il avait été banni de plusieurs villages autochtones de l'Alaska. La coopérative n'avait pas effectué de vérification approfondie de ses antécédents, se fiant plutôt à des références falsifiées. Marcus fut finalement condamné pour plusieurs chefs d'accusation et envoyé en prison, mais la peine semblait inadéquate face aux dommages psychologiques qu'il avait infligés à de multiples communautés. Samuel n'oublia jamais cet hiver. L'expérience d'être faussement accusé par des gens qu'il connaissait depuis toujours, de voir sa confiance et sa réputation brisées, laissa des cicatrices qui ne guérirent pas facilement. Il continua son travail de mécanicien, et finalement, les habitants de Kivalina reconstruisirent leurs relations les uns avec les autres et avec lui. Mais quelque chose avait changé dans le village. Les portes restaient désormais verrouillées. Les gens étaient plus méfiants envers les nouveaux venus. L'innocence de leur isolement avait été définitivement compromise par la cruauté calculée de Marcus. Samuel pensait souvent aux autres villages que Marcus avait détruits et se demandait s'ils s'étaient remis ou si les dégâts étaient permanents. Il avait appris que l'isolement pouvait être une faiblesse autant qu'une force. Et que la confiance, une fois brisée, était la chose la plus difficile au monde à réparer. Dans la longue obscurité de l'hiver arctique, il avait appris que la chose la plus froide en Alaska n'était pas la température, mais la capacité de certaines personnes à détruire tout ce qui est bon dans le monde avec une indifférence déconcertante. Arya avait 28 ans lorsqu'elle accepta un emploi saisonnier dans un lodge de chasse isolé, accessible uniquement par avion. Elle venait de l'État de Washington et avait pris ce travail pour échapper à des problèmes personnels et vivre une véritable aventure en Alaska. Elle traversait un divorce difficile et avait besoin de s'éloigner de tout ce qui lui était familier. L'annonce promettait aventure, bon salaire et une solitude capable de réinitialiser une vie. Ce qu'elle ne mentionnait pas, c'était que l'isolement pouvait devenir une prison, et que se couper de la civilisation signifiait aussi se couper de toute aide. Le lodge s'appelait Denali Ridge Outfitté, bien qu'il ne se trouvât nulle part près du Denali. Il était situé au kilomètre 147 d'une ancienne route minière, abandonnée depuis des décennies. La route était impraticable la plupart de l'année, érodée par le gel et réclamée par la nature. Le seul accès fiable était par hydravion en été ou par avion à ski en hiver. Le lodge accueillait des chasseurs fortunés qui payaient des prix élevés pour des expéditions guidées à la recherche d'orignaux, de caribous et, occasionnellement, de grizzlies. Pendant la haute saison, d'août à octobre, l'endroit employait une douzaine de guides, de cuisiniers et de personnel de soutien. Mais en basse saison, seule une équipe réduite restait pour entretenir la propriété et préparer l'année suivante. Arya arriva à la fin octobre, alors que les derniers clients chasseurs partaient et que les lacs commençaient à geler. Le propriétaire, un homme nommé Gérald Hutchkin, vint la chercher lui-même dans son supercube. Gérald avait la soixantaine, était maigre et buriné, avec la confiance de quelqu'un qui avait passé des décennies dans la nature sauvage. Il avait construit le lodge de ses propres mains 30 ans plus tôt et jouissait d'une réputation de l'un des meilleurs guides de chasse de l'État. Pendant le vol, il pointa des repères et raconta des histoires de chasse réussies et de rencontres rapprochées avec la faune. Arya le trouva charmant et compétent, exactement le genre de personnage alaskien qu'elle espérait rencontrer. Le lodge lui-même était impressionnant, une structure en rondin massif avec des plafonds voûtés et des trophées de chasse couvrant les murs. Il y avait une cuisine commerciale, une grande salle avec une cheminée en pierre et des cabines pour invités dispersées autour du bâtiment principal. Des panneaux solaires et un générateur diesel fournissaient l'électricité, et l'eau provenait d'un puits. Pour l'hiver, le personnel se composerait de seulement 4 personnes, Gérald, Arya, et 2 hommes, Tom et Steve,
qui s'occupait de la maintenance et du bois de chauffage. Tom et Steve vivaient dans une cabane à environ 400 mètres du lodge principal, tandis qu'Arya avait une petite chambre dans l'aile du personnel du bâtiment principal. Gérald avait ses propres quartiers de l'autre côté. Les premières semaines se passèrent sans encombre. Le travail d'Arya consistait à nettoyer en profondeur les cabines des invités, organiser les fournitures, mettre à jour le système de réservation et aider à préparer les repas. Tom et Steve étaient amicaux, mais se tenaient surtout à l'écart, travaillant de longues journées à couper et fendre du bois pour l'hiver. Gérald était un employeur attentionné, s'assurant qu'Arya avait tout ce dont elle avait besoin et lui apprenant les systèmes qui maintenaient le lodge en fonctionnement. Il partageait des repas avec le personnel et racontait des histoires sur ses années en Alaska, sur ses rencontres rapprochées avec des ours, sur le sauvetage de chasseurs égarés, sur les défis de construire une entreprise dans un endroit aussi isolé. Mais Arya commença à remarquer des choses qui la mettaient mal à l'aise. Gérald portait une attention particulière à elle pendant les repas, posant des questions personnelles sur son divorce et les raisons de son départ de Washington. Au début, elle pensa qu'il était simplement amical, cherchant à briser la monotonie de l'hiver. Mais ces questions devinrent plus intrusives, plus centrées sur ses vulnérabilités émotionnelles. Il lui demanda des détails sur sa relation avec son ex-mari, si elle se sentait seule, ce qu'elle recherchait en Alaska. Elle essaya de détourner la conversation avec des réponses vagues, mais Gérald semblait prendre sa réticence comme un défi. Il commença aussi à trouver des prétextes pour qu'ils travaillent ensemble sur des projets. Il avait besoin d'aide pour inventorier la salle des trophées. Il voulait son avis pour réorganiser les meubles dans la grande salle. Il lui demanda de l'aider à entretenir le générateur, prétendant vouloir qu'elle sache comment tout fonctionnait en cas d'urgence. Pendant ces moments, il se tenait plus près qu'il n'était nécessaire, la touchait au bras ou à l'épaule en faisant un point, maintenait un contact visuel un peu trop long. Arya reconnut ce schéma de son mariage, l'érosion progressive des limites déguisées en mentorat ou en amitié. Début novembre, Tom et Steve partirent pour Fairbanks afin de se ravitailler et de rendre visite à leur famille avant que l'hiver ne s'installe pleinement. Ils seraient absents pendant 10 jours. Gérald rassura Arya en lui disant que c'était une routine, qu'ils faisaient toujours un voyage de ravitaillement au début de l'hiver, et qu'elle et Gérald pourraient facilement gérer le lodge ensemble. Mais une fois que l'avion disparut à l'horizon, Arya sentit un nœud d'anxiété se former dans son estomac. Elle était seule avec Gérald dans un endroit inaccessible par la route, où la radio était le seul lien avec le monde extérieur, et où le voisin le plus proche se trouvait à plus de 80 km. La première nuit seule, Gérald ouvrit une bouteille de whisky coûteux et invita Arya à le rejoindre près du feu. Elle déclina poliment, prétextant être fatiguée après la journée de travail. Il n'insista pas, mais elle vit quelque chose traverser son visage, une tension momentanée autour de ses yeux. Elle alla dans sa chambre et verrouilla la porte, une chose qu'elle n'avait jamais jugée nécessaire auparavant. Elle resta éveillée pendant des heures, écoutant les bruits du lodge qui s'installait et le vent à l'extérieur. Le lendemain matin, l'attitude de Gérald avait changé. Il n'était pas ouvertement hostile, mais le charme amical avait disparu. Il lui parlait par phrases courtes, donnant des ordres plutôt que de faire des demandes. Lorsqu'elle lui demanda quelles étaient les tâches prévues pour la journée, il lui dit qu'ils travailleraient ensemble à l'hivernage des cabines des invités. Ils passèrent la journée à aller de cabane en cabane, vidant les tuyaux et coupant l'eau. Gérald profita de ce temps pour lui raconter des histoires. Mais ces histoires étaient différentes de celles qu'il racontait auparavant. Elle parlait de chasseurs qui avaient enfreint les lois sur la chasse, d'hommes qui s'étaient tirés d'affaire dans la nature sauvage alors qu'ils auraient été emprisonnés ailleurs. Il parlait de la façon dont l'Alaska était le dernier endroit où une personne pouvait véritablement vivre selon ses propres règles, où la faiblesse de la civilisation ne s'appliquait pas. Une histoire en particulier glaça Arya. Gérald décrivit un chasseur qui avait accidentellement tué un autre membre de son groupe. Selon Gérald, l'homme avait simplement enterré le corps dans un endroit isolé et rapporté que son compagnon s'était perdu. Aucun corps ne fut jamais retrouvé. Aucune accusation ne fut portée. Et l'homme continua à chasser en Alaska pendant des années par la suite. Gérald raconta cette histoire avec un ton décontracté qui suggérait qu'il admirait la froideur du chasseur. Arya demanda si l'histoire était vraie, et Gérald sourit en disant qu'en Alaska, la vérité était ce que vous pouviez faire croire aux gens. Cette nuit-là, Arya essaya d'utiliser le téléphone satellite pour appeler sa sœur à Seattle, mais elle constata que le téléphone ne fonctionnait pas. Elle vérifia l'équipement et découvrit que la batterie avait été retirée. Elle se rendit au bureau de Gérald pour lui en parler, et il lui dit qu'il avait retiré la batterie pour préserver sa durée de vie en cas d'urgence.
Il la réinstallerait si elle devait passer un appel. Mais il voulait savoir qui elle appelait et pourquoi. L'implication était claire, sa communication avec le monde extérieur était désormais soumise à sa permission. Aria réalisa qu'elle était en danger sérieux. Elle évalua soigneusement ses options. Tom et Steve ne reviendraient pas avant 8 jours. Même si elle pouvait faire fonctionner la radio, appeler à l'aide signifierait admettre ses soupçons, qui étaient basés sur des implications et des sentiments inconfortables plutôt que sur des menaces explicites. Et si elle avait tort, si Gérald était simplement maladroit socialement et qu'elle surréagissait en raison de son traumatisme lié à son divorce, elle perdrait son emploi et sa réputation dans le petit monde des lodges de nature sauvage de l'Alaska. Mais ses instincts, aiguisés par des années de navigation dans un mariage contrôlant, lui disaient que Gérald la testait, repoussant les limites pour voir jusqu'où il pouvait aller. Elle commença à se préparer. Elle fit un petit sac d'urgence avec des vêtements chauds, de la nourriture et les quelques fournitures de survie auxquelles elle pouvait accéder sans éveiller les soupçons. Elle étudia les cartes dans le bureau de Gérald lorsqu'il était dehors, notant les emplacements des communautés les plus proches et des pistes d'atterrissage. Elle testait la radio tard dans la nuit et confirma qu'elle fonctionnait, ce qui signifiait que sa seule communication fiable était sous le contrôle de Gérald. Elle commença aussi à remarquer des choses autour du lodge qu'elle avait manqué auparavant. Il y avait des cadenas à l'extérieur de certaines des pièces de stockage. Il y avait des entraves dans l'un des abris à équipement que Gérald avait prétendu être pour manipuler les animaux blessés, mais qui semblaient excessives pour cet usage. Et elle trouva, caché dans un classeur, un dossier contenant des photographies d'anciennes employées féminines. Les expressions des femmes sur les photos allaient de l'inconfort à la peur. Le 5e soir seul avec Gérald, il vint dans sa chambre. Il était tard, bien après minuit, et Aria n'était pas endormie. Elle entendit ses pas dans le couloir, l'entendit s'arrêter devant sa porte. La poignée tourna lentement, testant la serrure. Elle avait poussé une chaise sous la poignée comme barrière supplémentaire, et elle entendit le juron étouffé de Gérald lorsque la porte ne s'ouvrit pas. Il frappa doucement et demanda si elle était réveillée. Elle ne répondit pas, contrôlant sa respiration, feignant le sommeil. Après un long moment, elle l'entendit s'éloigner. Le lendemain matin, Gérald était en colère. Il l'accusa d'être ingrate pour l'opportunité qu'il lui avait offerte, d'être froide et peu amicale, de ne pas apprécier l'hospitalité qu'il lui avait montrée. Sa voix montait en parlant, et Aria vit le masque tomber complètement. Ce n'était pas un homme solitaire, maladroitement en quête de compagnie. C'était un prédateur qui se sentait en droit d'obtenir ce qu'il voulait et qui était furieux de se voir refuser. Elle s'excusa, essayant de désamorcer la situation, mais ses mots semblèrent l'enrager davantage. Il frappa la table du plat de la main et lui dit qu'elle était dans son lodge, dans son monde, et qu'elle devait comprendre comment les choses fonctionnaient ici. Aria prit une décision. Elle dit à Gérald qu'elle devait vérifier quelque chose dans l'une des cabines des invités et quitta le lodge principal. Une fois dehors, elle se rendit directement à l'abri à équipement et rassembla des fournitures. Elle prit une radio, un pistolet de détresse, des piles supplémentaires et un manteau lourd. Elle savait que si elle restait, la situation s'aggraverait. Le comportement de Gérald suggérait qu'il avait déjà fait cela auparavant, que les photographies dans le classeur représentaient un schéma, et que son isolement n'était pas accidentel, mais calculé. Elle envisagea d'essayer de marcher jusqu'à la vieille route minière en direction de l'autoroute à 80 km de là, mais c'était novembre en Alaska, avec des températures descendant bien en dessous de zéro la nuit et une lumière du jour limitée. Elle ne survivrait pas au voyage à pied, surtout pas avec Gérald susceptible de la poursuivre en motoneige. Sa seule vraie option était d'atteindre la radio et d'appeler à l'aide, puis de trouver un endroit pour se cacher jusqu'à l'arrivée des secours. Elle se rendit dans l'une des cabines des invités les plus éloignées, une qu'elle savait avoir un poêle à bois et des fournitures adéquates. Elle se barricada à l'intérieur et utilisa la radio portable pour appeler à l'aide. Elle joignit un service de vol à Fairbanks et expliqua sa situation, essayant de paraître calme et rationnelle malgré sa peur. Le répartiteur la prit au sérieux et promit d'envoyer quelqu'un dès que le temps le permettrait. Mais un système orageux s'approchait, et les vols vers le lodge pourraient être impossibles pendant plusieurs jours. Aria devrait attendre. Gérald découvrit son absence en moins d'une heure. Elle l'entendit se déplacer autour de la propriété avec sa motoneige, l'entendit l'appeler par son nom. Son ton passa de préoccupé à en colère, puis à menaçant. Il savait qu'elle avait pris la radio. Il cria qu'elle était stupide, qu'elle gèlerait si elle essayait de fuir, qu'il possédait chaque bâtiment sur la propriété, et qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle resta silencieuse dans sa cabane,
gardant le feu du poêle bas pour que la fumée ne trahisse pas sa position. L'impasse dura 3 jours. Arya rationna sa nourriture et garda la cabane suffisamment chaude pour survivre, mais pas confortable. Elle entendait Gérald se déplacer périodiquement, l'entendait essayer différentes cabines. Le 2e jour, Tom et Steve revinrent plus tôt de Fairbank, ramenés par le répartiteur du service de vol qui les avait appelés. Ils confrontèrent Gérald, et Arya entendit la dispute depuis sa cachette. Tom et Steve connaissaient Gérald depuis des années, mais n'avaient jamais vu ce côté de lui. Ils avaient entendu des rumeurs sur d'anciens employés partant soudainement, mais Gérald avait toujours prétendu qu'il ne pouvait pas supporter l'isolement. Maintenant, confrontés à des preuves de son comportement prédateur, ils étaient choqués et en colère. Le pilote qui avait ramené Tom et Steve resta au lodge à la fois pour évacuer Arya et pour servir de témoin. Lorsqu'Arya sortit enfin de la cabane, elle était épuisée mais soulagée. Gérald essaya de prétendre qu'elle était mentalement instable, que l'isolement avait affecté son jugement. Mais le pilote et le personnel de retour ne le crurent pas. Ils avaient vu trop de signes avant-coureurs, et Tom admit qu'il avait toujours été mal à l'aise avec les interactions de Gérald avec les employées féminines. Arya partit avec le prochain vol. Elle déposa une plainte auprès des policiers d'État de l'Alaska, mais l'affaire fut compliquée par l'emplacement isolé et le manque de preuves physiques d'agression. Gérald avait été prudent, ne franchissant jamais certaines limites, maintenant toujours une dénégation plausible. L'enquête révéla qu'au moins 4 anciennes employées étaient parties soudainement dans des circonstances similaires, mais aucune n'avait déposé de plainte officielle. Gérald perdit finalement son entreprise, non pas à cause de conséquences légales, mais à cause de dommages à sa réputation. La nouvelle se répandit dans le petit monde des lodges de chasse de l'Alaska, et les clients cessèrent de réserver avec lui. Arya retourna dans l'État de Washington, mais resta en contact avec Tom et Steve. Ils lui dirent que Gérald avait vendu le lodge et disparu, peut-être dans une autre région isolée où il pourrait recommencer avec une nouvelle identité et de nouvelles victimes. Cette connaissance la hantait. Elle avait échappé au piège, mais d'autres pourraient ne pas être aussi chanceuses. L'isolement qui l'avait attiré en Alaska, la promesse d'échapper à ses problèmes et de trouver la paix dans la solitude de la nature sauvage, avait failli la détruire. Elle avait appris que l'isolement était une arme à double tranchant, que l'absence de civilisation signifiait aussi l'absence de protection, et que les prédateurs comprenaient cela mieux que quiconque. À ce jour, elle ne sait pas si Gérald avait réellement fait du mal à d'anciennes employées ou si elle avait été la première à lui résister avec succès. L'incertitude, la connaissance qu'elle avait été complètement vulnérable et que l'aide était à des jours de distance, changea sa vision du monde. Elle n'était plus la personne qui croyait que fuir pouvait résoudre les problèmes. Elle avait appris que certains dangers vous suivent, et que d'autres vous attendent dans les endroits où vous fuyez, patient et calculateur. David avait 19 ans lorsqu'il vécut cette expérience. Il était alors junior dans un petit lycée de N, une ville de 800 habitants coincée entre les montagnes et la mer, dans le sud-est de l'Alaska. David avait vécu toute sa vie à N et connaissait chaque route, sentier et raccourci de la région. Il était à l'aise dans la nature sauvage, ayant grandi en chassant et en pêchant avec son père et ses oncles. L'obscurité et l'isolement de l'hiver alaskien ne le dérangeaient pas. Il avait emprunté le même trajet pour rentrer de l'école des centaines de fois, descendant la N Highway puis prenant Creek Road, une étroite piste de gravier menant à la propriété familiale, à 5 km en dehors de la ville. La route traversait une forêt dense de sapins et de prûches, avec des montagnes s'élevant abruptement d'un côté et un ruisseau coulant parallèlement de l'autre. Pendant l'année scolaire, David conduisait souvent dans l'obscurité, et il ne s'était jamais senti effrayé. Cela changea un mardi soir, à la mi-octobre. David quitta l'école vers 18h après être resté tard pour un entraînement de basket. Il faisait déjà nuit, et une légère pluie tombait, typique de l'automne dans le sud-est de l'Alaska. La route était déserte, et David écoutait de la musique en conduisant. Lorsqu'il tourna sur Creek Road, ses phares coupant à travers l'obscurité et la brume, il pensait à ses devoirs et à un prochain match. Il ne prêtait pas particulièrement attention à son environnement jusqu'à ce que quelque chose d'énorme traverse la route devant lui. David freina brusquement, son camion dérapant légèrement sur le gravier mouillé. Ce qui avait traversé était énorme, bien plus grand qu'un orignal ou un ours. Cela s'était déplacé avec une démarche étrange, pas tout à fait comme n'importe quel animal que David connaissait. Il resta assis dans son camion, moteur tournant, fixant l'endroit où la créature avait disparu dans les arbres. Sa première pensée fut que ce devait être un orignal, que l'obscurité et la pluie avaient déformé sa perception de sa taille et de son mouvement. Mais les orignaux étaient courants dans la région,
et David en avait vu des centaines. Celui-ci était différent. Il continua lentement vers chez lui, scrutant la forêt des deux côtés de la route. Son cœur battait plus vite que la normale, et il ressentait une sensation inhabituelle de malaise. Lorsqu'il arriva chez lui, il ne mentionna pas l'incident à ses parents, en partie parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'il avait vu, et en partie parce qu'il ne voulait pas qu'ils le prennent pour un fou. Il se coucha cette nuit-là, mais eut du mal à s'endormir, son esprit rejoint le moment où la créature avait traversé devant ses phares. 3 nuits plus tard, David la revit. Cette fois, il était prêt, ou du moins le croyait-il. Il rentrait de chez un ami vers 22 heures. En négociant les virages de Creek Road, ses phares captèrent quelque chose debout au bord de la lisière des arbres. David ralentit le camion et obtint une meilleure vue. La créature se tenait debout sur 2 jambes, mesurant au moins 2,5 mètres de haut, avec une carrure massive recouverte de poils ou de fourrure sombre. Ses yeux reflétaient ses phares avec une lueur verdâtre. Pendant plusieurs secondes, David et la créature se fixèrent mutuellement à travers la pluie. Puis la créature se retourna et s'éloigna dans la forêt avec un mouvement fluide et déterminé, distinctement non humain et différent de tout ours que David avait jamais vu. Cette fois, David fut profondément ébranlé. Il rentra chez lui plus vite qu'il n'était prudent sur la route de gravier et alla directement voir son père. Il décrivit ce qu'il avait vu, s'attendant à du scepticisme ou à des inquiétudes pour son état mental. Au lieu de cela, son père écouta silencieusement, puis posa des questions spécifiques sur la taille de la créature, sa démarche et l'emplacement de l'observation. Lorsque David eut terminé, son père resta silencieux pendant un long moment avant de dire que David devrait éviter de conduire seul sur cette route la nuit pendant un certain temps. Il ne rejeta pas le récit de David, mais il n'offrit aucune explication non plus sur ce que David avait vu. David commença à poser des questions discrètement parmi les personnes en qui il avait confiance. Il apprit que Creek Road avait une réputation parmi certains des résidents plus âgés. Des gens affirmaient avoir vu des choses inhabituelles dans cette zone depuis des décennies, bien que la plupart fussent réticents à en parler ouvertement. L'un de ses professeurs, un homme qui vivait à N depuis 40 ans, dit à David en privé que les Tlingits, peuples autochtones de la région, avaient des histoires sur certaines parties de la forêt où les humains ne devraient pas aller, des endroits où existaient des choses plus anciennes et plus étranges que les ours ou les loups. Le professeur ne dit pas qu'il croyait à ces histoires, mais il ne les rejeta pas non plus. David essaya de suivre les conseils de son père et d'éviter la route la nuit, mais sa famille vivait au bout de cette route, et parfois, conduire de nuit était inévitable. Au cours des semaines suivantes, il vit la créature 3 autres fois. Chaque observation était brève mais distincte. La créature semblait surveiller la route, apparaissant à différents endroits, mais toujours le long du même tronçon de 5 km. David remarqua que son chien, normalement audacieux et intrépide, un grand croisé husky, refusait de sortir du camion lorsqu'ils étaient sur cette route après la tombée de la nuit. Le chien gémissait et se pressait contre David, les oreilles aplaties, ce qui était totalement hors de caractère. David, un ami nommé Marcus, accepta finalement de conduire avec lui un soir début novembre. Marcus était sceptique quant à toute cette histoire et avait plaisanté sur l'imagination débordante de David. Ils conduisirent lentement sur Creek Road juste après le coucher du soleil, tous deux observant la forêt. Pendant les 3 premiers kilomètres, rien ne se produisit, et David pouvait sentir l'impatience de Marcus. Puis, alors qu'ils contournaient un virage près du repère des 2 kilomètres, ils la virent tous les deux. La créature se tenait au milieu de la route, directement sur leur chemin. David arrêta le camion à environ 30 mètres de distance. Dans les phares, la créature était clairement visible. Elle était massive, bien plus grande que n'importe quel ours que David avait vu, se tenant debout avec des bras qui pendaient presque jusqu'à ses genoux. Son visage était difficile à distinguer en détail, mais David eut l'impression de quelque chose qui n'était ni tout à fait humain ni tout à fait animal. La créature ne fit aucun bruit, ne les menaça pas, mais se contenta de se tenir là, comme pour affirmer sa présence. Puis, avec une vitesse choquante, elle se dirigea vers le camion. David passa la marche arrière et recula rapidement, manquant de perdre le contrôle sur la route étroite. Lorsqu'il regarda à nouveau vers l'avant, la créature avait disparu dans la forêt. Marcus était pâle et silencieux. Lorsqu'ils arrivèrent chez David, Marcus dit qu'il devait rentrer immédiatement chez lui. Il ne parla jamais de ce qu'ils avaient vu. Et lorsque David essaya d'aborder le sujet plus tard, Marcus changea de conversation. Mais David remarqua que Marcus cessa de faire des blagues sur l'imagination et commença à emprunter un autre chemin lorsqu'il devait rendre visite à la famille de David. Les observations continuèrent tout au long de l'hiver.
David vit la créature au moins une douzaine de fois au cours des mois suivants, toujours dans la même zone générale, toujours la nuit ou pendant la faible lumière des après-midi d'hiver. Parfois, elle était à distance, se déplaçant à travers les arbres parallèlement à la route. D'autres fois, elle était plus proche, debout et observant David passer. Il développa une routine de conduite sur ce tronçon aussi rapidement que la sécurité le permettait, sans jamais s'arrêter, sans jamais s'attarder. La réaction de son chien devint plus extrême, l'animal refusant de manger avant les trajets sur cette route et tremblant de manière incontrôlable chaque fois qu'ils approchaient de la zone. En février, David rentra de l'entraînement de basket pour trouver des traces dans la neige autour de la propriété familiale. Les traces étaient énormes, mesurant au moins 45 cm de long, montrant une structure de pied humaine, mais beaucoup plus grande et avec des marques de griffes visibles. Les traces encerclaient la maison, approchaient des fenêtres et menaient à la lisière des arbres où elles disparaissaient. Le père de David photographia les traces et les signala au service de la faune de l'Alaska, prétendant qu'il s'agissait de traces d'ours inhabituelles. Un agent vint et les examina, mais sembla perplexe. Il dit qu'elles ne correspondaient à aucune trace d'ours qu'il connaissait, mais n'offrit aucune explication alternative. Cette nuit-là, David entendit quelque chose marcher autour de l'extérieur de la maison. Les pas étaient lourds, délibérés, et s'arrêtèrent directement à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre. Il pouvait entendre une respiration profonde et lente de l'autre côté de la vitre. Son chien était dans la pièce avec lui, pressé sous le lit, gémissant. David resta figé, ne voulant pas regarder par la fenêtre, terrifié à l'idée de ce qu'il pourrait voir s'il le faisait. Après ce qui lui sembla des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes, les pas s'éloignèrent. Le matin, il y avait de nouvelles traces dans la neige, et plusieurs grosses branches avaient été cassées sur les arbres près de la maison, ce qui aurait nécessité une force énorme. Les parents de David finirent par admettre qu'ils devaient prendre la situation au sérieux. Son père contacta certains des aînés de la communauté Tlingit et demanda conseil. Ils effectuèrent une cérémonie sur la propriété, bien qu'ils n'expliquèrent pas exactement à David en quoi elle consistait ou ce qu'elle était censée accomplir. Ils dirent à la famille de David qu'ils vivaient dans un endroit où ils n'étaient pas seuls, où quelque chose d'ancien avait un territoire qui incluait leur terre, et que le respect et la prudence étaient nécessaires. Après la cérémonie, les approches directes de la maison cessèrent, mais David continua à voir la créature sur Creek Road. Elle était toujours là, observant, une présence qui avait revendiqué ce tronçon de forêt comme sien. David obtint son diplôme de lycée ce printemps-là et quitta Anne pour étudier à Anchorage. Il fut soulagé de partir, bien qu'il se sente coupable d'abandonner ses parents à cette propriété isolée. Ses parents finirent par vendre le terrain et déménagèrent plus près de la ville, bien qu'ils n'expliquèrent jamais leur décision à des parents qui leur demandèrent. David a maintenant 23 ans et vit à Anchorage, travaillant comme arpenteur pour une entreprise de ressources naturelles. Son travail l'amène parfois dans des zones reculées, et il a appris à faire confiance à ses instincts concernant les endroits qui semblent mauvais, les endroits où la nature sauvage semble observer. Il a recherché des observations similaires à travers l'Alaska et le Pacifique Nord-Ouest, et a découvert qu'il était loin d'être le seul à avoir vécu une telle expérience. Il existe des centaines, voire des milliers de rapports d'encounters avec des créatures qui ne correspondent pas aux catégories acceptées de la faune. La plupart des gens qui vivent ces expériences ne les signalent pas publiquement par crainte du ridicule ou de l'incrédulité. L'expérience de David sur Creek Road lui a appris que la nature sauvage de l'Alaska abrite des choses que la science n'a pas cataloguées, des choses que les peuples autochtones connaissent depuis des milliers d'années, mais que la culture occidentale rejette comme des mythes ou des superstitions. Il a appris qu'il existe des limites dans le monde naturel que les humains franchissent à leurs risques et périls, et que la confiance de la civilisation disparaît rapidement face à quelque chose de véritablement inconnu. Il avertit quiconque lui demande que l'Alaska n'est pas seulement belle et dangereuse au sens conventionnel de la météo et de la faune, mais qu'il existe des lieux et des choses qui défient toute explication, et que certains mystères valent mieux être laissés intacts. Evelyn est actuellement pilote de brousse agréée, transportant des fournitures vers des villages à travers le nord de l'Alaska. Elle effectue ses trajets depuis 6 ans et connaît le paysage aussi bien que quiconque. Les rivières, les montagnes, les petits groupes de bâtiments qui constituent des villages où quelques dizaines à quelques centaines de personnes mènent leur vie dans des conditions que la plupart des Américains ne peuvent imaginer. Elle décolle de Kotzebue, une ville centrale d'environ 3000 habitants sur la côte de la mer des Tchouktches. Ces routes l'emmènent dans des endroits comme Noatak, Kiana, Selawik et des dizaines d'autres établissements plus petits. Elle transporte du courrier, des médicaments, de la nourriture, du carburant et, occasionnellement, des passagers.
Son Cessna 206 est équipé à la fois de roues et de skis, lui permettant d'atterrir sur des pistes de gravier en été et sur des lacs gelés en hiver. Le travail est exigeant et dangereux, avec une météo qui peut devenir mortelle en quelques minutes, mais Evelyn l'adore. Elle se sent le plus vivante lorsqu'elle est seule dans son avion, naviguant à l'aide de repères et d'instincts, apportant des fournitures dont les gens dépendent pour leur survie. En mars 2023, quelque chose se produisit qu'Evelyn ne peut toujours pas expliquer. Elle effectuait son trajet habituel de Kotzebue à Noatak, un village d'environ 500 habitants situé à environ 80 km à l'intérieur des terres. Le temps était clair avec une bonne visibilité, ce qui était une bénédiction en fin d'hiver, lorsque les tempêtes pouvaient isoler les villages pendant des jours. Elle avait effectué ce trajet des centaines de fois et aurait pu le faire les yeux fermés. Sa radio était réglée sur la fréquence aéronautique standard, surveillant le trafic et les rapports météo. À mi-chemin de Noatak, elle entendit quelque chose d'inhabituel à la radio. Une voix déformée par des parasites, mais clairement humaine, appelait à l'aide. La transmission était faible et intermittente, mais Evelyn put comprendre assez pour réaliser que quelqu'un était en détresse. La voix était masculine, paniquée, et parlait anglais avec ce qui semblait être un accent du milieu du siècle. Il disait que son avion s'était écrasé, qu'il était blessé et qu'il avait besoin d'être secouru immédiatement. Il donna des coordonnées, qu'Evelyn nota rapidement sur sa planchette. Les coordonnées plaçaient le site de l'accident à environ 30 km au nord de sa position actuelle, dans une zone de toundra et de petits lacs. Evelyn essaya de répondre, demandant plus d'informations, demandant au pilote de répéter sa position et de décrire son état. Mais ses transmissions semblaient ne pas être entendues. Le pilote en détresse continua à appeler à l'aide, répétant les mêmes informations comme s'il ne pouvait pas entendre quiconque essayait de le joindre. Evelyn prit une décision. Elle dévia de sa route et se dirigea vers les coordonnées. Si quelqu'un s'était écrasé et avait survécu, le temps était crucial. Dans le froid de mars, l'exposition pouvait tuer en quelques heures. Elle monta pour avoir une meilleure vue du terrain et scanna la zone à la recherche de tout signe d'un avion abattu. Les coordonnées la menèrent à une série de petits lacs gelés entourés de collines basses. Elle fit plusieurs fois le tour de la zone, volant bas et lentement, cherchant des débris, toute perturbation dans la neige, de la fumée ou tout signe de présence humaine. Elle ne vit rien. Le paysage était vierge et vide, ne montrant aucune preuve d'un accident. Elle essaya à nouveau de contacter le pilote en détresse, mais maintenant la transmission avait complètement cessé. Sa radio était silencieuse, à l'exception du trafic normal des autres pilotes et du contrôle aérien. Evelyn élargit son schéma de recherche, pensant que peut-être les coordonnées du pilote avaient été inexactes en raison du stress ou d'une blessure. Elle passa 30 minutes supplémentaires à chercher avant que ses réserves de carburant ne la forcent à continuer vers Noatak. Elle signala l'incident aux autorités dès qu'elle atterrit, fournissant les coordonnées et décrivant ce qu'elle avait entendu. Les policiers d'État de l'Alaska et la patrouille aérienne civile furent notifiés et une recherche fut organisée. La recherche ne trouva rien. Aucun site d'accident, aucun débris, aucun signal de balise de détresse, aucune trace, aucune preuve qu'un avion avait été dans cette zone récemment. Evelyn fut interrogée longuement et fournit tous les détails dont elle se souvenait. Les autorités vérifièrent les registres des avions disparus et ne trouvèrent aucun rapport correspondant au cadre temporel ou à l'emplacement. Ils suggérèrent qu'Evelyn avait peut-être entendu un ancien enregistrement transmis d'une manière ou d'une autre, ou que les conditions atmosphériques avaient provoqué la réception d'une transmission provenant de loin, ou qu'un dysfonctionnement de l'équipement avait créé les sons qu'elle avait interprétés comme un appel de détresse. Evelyn écouta leurs explications, mais ne les trouva pas convaincantes. Elle savait ce qu'elle avait entendu, et c'était une vraie personne en vraie détresse. Une semaine plus tard, Evelyn entendit à nouveau la transmission. Elle était en train de voler sur une route différente, se dirigeant vers l'est en direction de Bethel, lorsque la même voix se fit entendre sur sa radio. Le même ton paniqué, la même supplique à l'aide, les mêmes coordonnées. Cette fois, Evelyn reconnut immédiatement qu'elle était identique à la première transmission. Mot pour mot, intonation pour intonation. C'était comme si le même moment dans le temps se répétait. Elle enregistra la transmission sur son téléphone, le tenant près du haut-parleur de la radio. Lorsqu'elle se termina, elle essaya à nouveau de répondre et ne reçut à nouveau aucune réponse. Elle était plus proche des coordonnées cette fois, à seulement environ 25 km, et elle dévia pour enquêter. Une fois de plus, elle ne trouva rien. Au cours des mois suivants, Evelyn entendit la transmission cette autre fois. Cela se produisait toujours lorsqu'elle volait dans la région nord, toujours dans un rayon de 80 km autour des coordonnées originales.
D'autres pilotes commencèrent à signaler le même phénomène. Au moins 5 autres pilotes de Bruce se manifestèrent pour dire qu'ils avaient entendu l'appel de détresse et avaient soit cherché la source, soit signalé l'incident aux autorités. Aucun n'avait trouvé quoi que ce soit. Les transmissions contenaient toujours le même message, fournissaient toujours les mêmes coordonnées et s'interrompaient toujours après environ 2 minutes. Evelyn devint obsédée par la compréhension de ce qui se passait. Elle fit des recherches sur l'histoire des accidents d'aviation dans la région et découvrit quelque chose de troublant. En janvier 1952, un pilote de Bruce nommé Robert McKinley avait disparu en volant de Kotzebue à Noatak. Son avion, un Piper Supercube, n'avait jamais été retrouvé malgré des recherches approfondies. McKinley était un pilote expérimenté, apprécié dans la communauté, et sa disparition avait été une grande tragédie. Les rapports de recherche indiquaient que les chercheurs s'étaient concentrés sur une zone située à environ 30 km au nord de l'itinéraire, près d'une série de petits lacs. La description correspondait aux coordonnées de la transmission de détresse. Evelyn obtint une photographie de McKinley à partir des archives historiques et la montra à un vieil homme de Kotzebue qu'il avait connu. L'homme décrivit la voix et la manière de parler de McKinley. Lorsqu'Evelyn lui fit écouter son enregistrement de la transmission de détresse, l'homme pâlit. Il dit que cela ressemblait exactement à McKinley, jusqu'à des phrases spécifiques et un léger accent indiquant que McKinley avait grandi dans le Midwest avant de venir en Alaska. Mais cela semblait impossible. L'équipement radio de 1952 ne pouvait pas encore émettre. Et même si c'était possible, pourquoi diffuserait-il le même message de manière répétée pendant cette décennie? Evelyn soumit ses enregistrements à la Federal Aviation Administration et à des chercheurs de l'Université de l'Alaska, qui étudiaient les phénomènes atmosphériques. La FAA a reconnu avoir reçu son rapport, mais n'offrit aucune explication au-delà de suggérer un dysfonctionnement de l'équipement ou une propagation inhabituelle du signal. Les chercheurs de l'université furent plus intéressés et menèrent leur propre enquête. Ils confirmèrent que plusieurs pilotes avaient signalé le même phénomène et que les transmissions étaient réelles, et non des hallucinations ou des pannes d'équipement. Mais ils ne pouvaient pas expliquer la source ou le mécanisme. Un chercheur suggéra que certaines conditions atmosphériques dans l'Arctique pourraient créer une sorte d'enregistrement électromagnétique qui pourrait se rejouer dans des circonstances spécifiques, mais cela n'était que théorique et sans base scientifique. L'histoire commença à se répandre dans le petit monde des pilotes de Bruce de l'Alaska. Certains la rejetèrent comme une histoire de fantôme, d'autres comme un canular, mais beaucoup la prirent au sérieux parce qu'ils connaissaient les pilotes qui avaient entendu les transmissions et faisaient confiance à leur professionnalisme. Evelyn se retrouva au centre de quelque chose qui la mettait profondément mal à l'aise. Elle était une personne pragmatique, formée aux réalités difficiles de l'aviation et de la survie en milieu sauvage. Elle ne croyait pas au surnaturel, mais elle ne pouvait pas non plus nier ce qu'elle et d'autres avaient vécu. En août 2024, un groupe de chercheurs et de bénévoles mena une recherche au sol dans la zone autour des coordonnées. Ils utilisèrent des détecteurs de métaux, des radars pénétrant le sol et des drones équipés de caméras. Ils cherchèrent pendant 2 semaines dans un terrain difficile. Le 13e jour, ils trouvèrent des débris. Ils étaient enterrés dans une dépression entre 2 collines, recouverts par des décennies de végétation et d'accumulation de sol. Les débris provenaient d'un Piper Supercube, et le numéro de queue correspondait à l'avion manquant de Robert McKinley. Des restes humains furent trouvés dans le cockpit, ainsi qu'une radio qui avait été enclenchée en position de transmission, comme si McKinley appelait à l'aide lorsqu'il mourut. La découverte apporta certaines réponses, mais souleva encore plus de questions. La radio avait émis au moment de l'accident en 1952. Mais l'équipement radio standard ne peut pas émettre pendant des décennies sans alimentation. La batterie de l'avion se serait épuisée en quelques jours ou semaines au plus. Pourtant, plusieurs pilotes avaient entendu des transmissions qui semblaient provenir de cet endroit, des transmissions qui correspondaient à la voix de McKinley et incluaient des coordonnées précises pour le site de l'accident. Les experts qui examinèrent les débris ne purent expliquer comment la radio avait pu continuer à fonctionner ou comment le signal avait pu persister pendant plus de 70 ans. Evelyn assista au service funéraire de McKinley à Kotzebue, où ses restes furent enfin mis en terre après 7 décennies. La communauté l'honora comme l'un des pilotes de Bruce pionniers qui avait construit le réseau aérien de l'Alaska. Evelyn ressentit un sentiment de clôture, bien que le mystère des transmissions restât non résolu. Elle continua à voler sur ses routes, et occasionnellement, elle entendait encore l'appel de détresse à la radio. Mais après l'enterrement de McKinley, les transmissions devinrent moins fréquentes. D'autres pilotes rapportèrent le même schéma. C'était comme si le message de McKinley avait finalement été reçu, son emplacement trouvé, et son histoire achevée. Evelyn ne prétend pas comprendre ce qui s'est passé.
Elle sait qu'il existe des phénomènes dans le monde que la science ne peut pas encore expliquer, et que l'Alaska, avec ses vastes distances et ses conditions extrêmes, semble générer plus que sa part de tels mystères. Elle sait que les transmissions radio étaient réelles, qu'elles ont conduit à la découverte du site de l'accident de McKinley et que de multiples témoins ont corroboré chaque aspect de l'histoire. Elle a cessé d'essayer de convaincre les sceptiques et se concentre plutôt sur son travail, transportant des fournitures vers des villages isolés et surveillant le paysage pour tout ce qui pourrait être inhabituel. Elle a appris que la nature sauvage garde soigneusement ses secrets, ne les révélant que lorsqu'elle le choisit, et que parfois, la frontière entre l'explicable et l'impossible est plus mince que quiconque ne veut le croire. Joseph, un enseignant de 32 ans, avait déménagé en Alaska 4 ans avant cet incident. Il avait pris un poste dans un village principalement autochtone, où il était l'un des 3 seuls résidents non autochtones. Le village, qu'il refusa plus tard de nommer publiquement par respect pour la communauté, comptait environ 150 habitants et était situé dans l'intérieur de l'Alaska, accessible uniquement par bateau en été et par motoneige ou petit avion en hiver. Joseph avait grandi dans la banlieue du Massachusetts et avait étudié l'éducation à l'université du Vermont. Il était venu en Alaska en quête de sens et d'aventure, désirant faire une différence dans un endroit où les bons enseignants étaient désespérément nécessaires. Les premières années furent difficiles mais enrichissantes. Il apprit à vivre sans eau courante en hiver, à fendre du bois pour se chauffer, à naviguer dans les dynamiques sociales complexes d'une petite communauté où tout le monde était lié par le sang ou le mariage. Joseph avait travaillé dur pour gagner la confiance du village. Il respectait la culture, assistait aux rassemblements communautaires, apprenait des phrases de base dans la langue locale athabascan, et surtout, il écoutait. Les aînés commencèrent à l'accepter, partageant des histoires et des enseignements que les étrangers entendaient rarement. Joseph se sentait privilégié d'être inclus, de témoigner de traditions remontant à des milliers d'années. Il enseignait l'anglais, les mathématiques et les sciences à des élèves allant de la maternelle à la 8e année. Et il aimait ce travail malgré les difficultés. L'école était petite, les ressources limitées, et de nombreux élèves luttaient contre des problèmes découlant de la pauvreté et des traumatismes historiques. Mais Joseph croyait faire une différence, que sa présence comptait. Dans sa 3e année, Joseph se lia d'amitié avec un aîné nommé Daniel, un homme dans la soixantaine qui avait vécu toute sa vie dans le village et connaissait intimement la terre et son histoire. Daniel était un conteur respecté et un gardien des savoirs traditionnels. Il invitait Joseph chez lui pour le thé et la conversation. Et avec le temps, il commença à partager des histoires sur les anciennes façons de vivre, sur la manière dont les gens vivaient avant le contact avec les Européens, sur leur relation avec la terre et les esprits qui l'habitaient. Joseph écoutait avec un intérêt et un respect authentique, prenant des notes lorsque Daniel le permettait, posant des questions réfléchies. Daniel semblait ravi d'avoir un auditoire qui prenait ses connaissances au sérieux, et les 2 hommes développèrent un lien qui transcendait leurs différences culturelles. Daniel parla à Joseph des hommes des bois, des entités qui vivaient dans les forêts et pouvaient prendre diverses formes. Il expliqua que la terre n'était pas une nature sauvage vide, mais était habitée par des êtres qui avaient leur propre territoire et règles. Les humains pouvaient coexister avec ces êtres, dit Daniel. Mais seulement s'ils montraient le respect approprié et observaient certaines limites. Il y avait des endroits où les humains ne devaient pas aller, des moments où la forêt devait être laissée tranquille, des protocoles pour la chasse et la pêche qui n'étaient pas seulement pratiques, mais spirituels. Joseph trouva ces histoires fascinantes d'un point de vue anthropologique, bien qu'il ne crût pas réellement à l'existence d'entités surnaturelles. Il les considérait comme des métaphores culturelles, des moyens d'encoder des connaissances pratiques de survie et une éthique environnementale sous forme narrative. Daniel semblait sentir le scepticisme de Joseph, mais ne le défia pas directement. Au lieu de cela, il parla à Joseph d'emplacements spécifiques autour du village qu'il devait éviter, particulièrement après la tombée de la nuit. Il décrivit des signes indiquant la présence de quelque chose de dangereux, des changements dans le comportement des animaux ou des sons ou des sentiments inhabituels d'être observés. Il expliqua que les ténèbres entre les maisons, les espaces qui n'étaient ni tout à fait sauvages ni tout à fait domestiqués, étaient des lieux particulièrement actifs où les frontières s'estompaient et où des rencontres pouvaient se produire. Joseph remercia Daniel pour les informations et promit d'être respectueux. Mais en privé, il pensait que les avertissements étaient basés sur la superstition et la peur de l'obscurité plutôt que sur un danger réel. En octobre de sa 4e année, Joseph fit une erreur. Il y avait un sentier qui menait du village à un spot de pêche sur la rivière, à environ 3 km à travers la forêt. Le sentier traversait une zone que Daniel avait spécifiquement mise en garde à Joseph d'éviter après le coucher du soleil.
Mais Joseph avait besoin d'exercice et de solitude, et le sentier était le meilleur endroit pour une course du soir. Il l'avait parcouru des dizaines de fois pendant l'été sans incident. Et il ne voyait aucune raison de s'arrêter simplement parce que les nuits devenaient plus longues. Il écarta l'avertissement de Daniel comme le genre de superstition qu'il ne devait pas encourager en tant que personne éduquée. Un vendredi soir, à la fin octobre, Joseph partit pour sa course. Il faisait déjà nuit à 17h, et la température descendait en dessous de zéro. Joseph portait une lampe frontale et des vêtements réfléchissants. Il commença à descendre le sentier à son rythme habituel, appréciant l'effort physique et le calme de la forêt. Le sentier était familier, et il aurait pu le parcourir les yeux fermés. À mi-chemin de la rivière, dans la section que Daniel avait mise en garde, Joseph commença à se sentir mal à l'aise. C'était subtil au début, juste une sensation que quelque chose n'allait pas. La forêt semblait trop silencieuse. Il n'y avait aucun son d'animaux ou de vent, juste un silence oppressant qui pesait autour du faisceau étroit de sa lampe frontale. Joseph ralentit jusqu'à marcher, se disant qu'il était irrationnel. Il n'y avait rien à craindre. Ce n'était que des bois, juste des arbres et de l'obscurité. Rien de plus. Mais le sentiment s'intensifia. Il se sentit observé, évalué, comme si quelque chose dans l'obscurité lui prêtait une attention très particulière. Son esprit rationnel insistait sur le fait qu'il n'y avait aucune menace. Mais son corps réagissait avec une peur primitive. L'adrénaline inondait son système, son rythme cardiaque augmentant au-delà de ce que l'exercice pouvait expliquer. Il s'arrêta complètement et tourna sur lui-même, le faisceau de sa lampe frontale balayant l'obscurité. Il ne vit rien d'inhabituel, juste des arbres et de la neige. Mais la sensation de présence était accablante. Puis il entendit un son. Ce n'était pas un son qu'il pouvait associer à un animal qu'il connaissait. C'était une sorte de cliquetis ou de cognement, rythmé et délibéré, provenant de plusieurs directions. Joseph essaya de localiser la source, mais le son semblait se déplacer, l'entourant. Il prit la décision de courir vers le village, abandonnant son entraînement. Alors qu'il se retournait pour battre en retraite, il vit quelque chose à la lisière du faisceau de sa lampe frontale. Une silhouette, grande et mince, se tenant entre les arbres. Elle n'était là que pendant une fraction de seconde avant de se fondre dans l'obscurité. Mais Joseph avait vu assez pour savoir que ce n'était pas humain. Les proportions étaient fausses, le mouvement trop fluide, la manière dont elle avait disparu trop complète. Joseph courut. Il courut plus vite qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie. Sa lampe frontale rebondissait follement, son souffle venait par saccades. Il se sentait poursuivi, bien qu'il ne se retournât pas pour le confirmer. Les sons de cliquetis le suivaient, parfois proches, parfois lointains, maintenant toujours une présence. Il atteignit la lisière du village et ne s'arrêta pas avant d'être à l'intérieur de sa petite maison, la porte verrouillée. Il se tenait dans sa cuisine, tremblant, essayant de se convaincre qu'il avait paniqué pour rien, que l'obscurité et l'isolement avaient déclenché une réponse d'anxiété, qu'il y avait une explication rationnelle à tout ce qu'il avait vécu. Mais au cours des jours suivants, des choses étranges commencèrent à se produire dans la maison de Joseph. De petits objets étaient déplacés ou réarrangés. Il posait ses clés sur la table et les retrouvait sur un rebord de fenêtre. Il organisait des papiers sur son bureau et revenait pour les trouver éparpillés. Son chien, un croisé husky calme et amical, commença à se comporter étrangement, refusant d'entrer dans certaines pièces, gémissant aux fenêtres, réveillant Joseph la nuit avec des grognements sourds dirigés vers des coins vides. Joseph essaya de rationaliser ces occurrences. Peut-être était-il plus oublieux qu'il ne le pensait. Peut-être le chien réagissait-il à des sons ou des odeurs que Joseph ne pouvait pas détecter. Mais il ne pouvait pas se défaire de la sensation qu'il y avait quelque chose dans sa maison, quelque chose qui ne devait pas être là. Il commença aussi à se sentir observé à l'intérieur de sa maison. La même sensation oppressante de présence qu'il avait ressentie sur le sentier. La nuit, il restait éveillé à écouter des sons qui auraient pu être ceux de la maison qui s'installait ou quelque chose qui se déplaçait à travers les pièces. Il avait l'impression de perdre la tête, comme si l'isolement et l'obscurité érodaient sa santé mentale. Il envisagea de partir, de prendre l'avion pour faire banque pour une pause, mais il ne voulait pas abandonner ses élèves ou admettre qu'il ne pouvait pas gérer la vie dans le village. Daniel remarqua que quelque chose n'allait pas. Il demanda à Joseph si tout allait bien. Et Joseph, désespéré pour obtenir de l'aide, lui raconta ce qui s'était passé sur le sentier et ce qui se produisait dans sa maison. L'expression de Daniel devint grave.
Il dit que Joseph avait ignoré les avertissements et avait montré du manque de respect en entrant dans cette zone sans préparation ni permission appropriée. Il expliqua que ce que Joseph avait rencontré sur le sentier l'avait suivi à la maison, que la frontière entre l'espace de Joseph et son espace avait été violée, et qu'il y avait maintenant un déséquilibre qui devait être corrigé. Daniel parla avec d'autres aînés, et ils acceptèrent d'aider Joseph. Il n'expliquerait pas exactement ce qu'ils allaient faire, disant seulement que c'était une connaissance traditionnelle que les étrangers ne devaient pas posséder. Ils vinrent chez Joseph un samedi matin, 3 aînés, dont Daniel, et passèrent plusieurs heures là-bas. On demanda à Joseph d'attendre dehors. Il s'assit sur son porche dans l'air froid de novembre, se demandant ce qui se passait à l'intérieur de sa maison. Il pouvait entendre des chants ou des incantations, pouvait sentir une fumée qui ne provenait pas de son poêle à bois, pouvait percevoir une activité à laquelle il n'avait pas accès. Lorsque les aînés émergèrent, Daniel dit à Joseph qu'ils avaient traité la situation, qu'ils avaient montré le respect approprié et demandé que le déséquilibre soit corrigé. Il dit que Joseph devait aussi montrer du respect en observant certaines règles. Il ne devait plus jamais courir sur ce sentier après la tombée de la nuit. Il devait laisser des offrandes à des emplacements spécifiques autour du village. Il devait reconnaître verbalement qu'il partageait la terre avec des êtres au-delà de sa compréhension. Joseph, humilié et effrayé, accepta tout. Cette nuit-là, Joseph vécut quelque chose qui changerait fondamentalement sa vision du monde. Il se réveilla vers 3 heures du matin pour trouver sa chambre remplie d'une présence si puissante et indéniable que son scepticisme se brisa complètement. Il ne pouvait pas voir clairement dans l'obscurité, mais il savait avec une certitude absolue qu'il n'était pas seul, qu'il y avait quelque chose dans la pièce avec lui, quelque chose de conscient et d'intelligent. Il ne ressentait aucune menace, mais il ressentait un jugement, une évaluation, un sentiment d'être mesuré. Puis il entendit une voix, non pas dans ses oreilles, mais dans son esprit, prononçant des mots qu'il ne pouvait pas pleinement comprendre, mais qui transmettaient un message. On lui permettait de rester, mais seulement s'il se souvenait qu'il était un invité, que la terre ne lui appartenait pas, qu'il existait des règles plus anciennes que la civilisation humaine, et que le respect n'était pas optionnel, mais nécessaire pour la survie. La présence s'estompa, et Joseph resta dans son lit jusqu'à l'aube, trop secoué pour bouger. Lorsque le matin arriva, il remarqua que la sensation oppressante dans sa maison avait disparu. Le chien était calme, dormant paisiblement. L'air semblait normal, banal, comme si rien d'inhabituel ne s'était jamais produit. Mais Joseph avait changé. Il se rendit chez Daniel et le remercia avec des larmes aux yeux, admettant qu'il n'avait pas vraiment cru et s'excusant pour son arrogance. Daniel accepta ses excuses et dit à Joseph que la plupart des étrangers passaient toute leur vie sans vraiment comprendre, que Joseph devait se considérer chanceux d'avoir appris avant d'être gravement blessé. Joseph enseigne toujours dans le village, maintenant dans sa 8e année. Il s'est davantage intégré à la communauté, plus humble dans son approche, plus disposé à accepter que son éducation et sa vision scientifique du monde n'englobent pas toute la réalité. Il observe les règles que les aînés lui ont enseignées, laisse des offrandes comme indiqué, et ne court jamais sur ce sentier après la tombée de la nuit. Il n'a pas eu d'autre rencontre directe avec la présence de la forêt. Mais il sait qu'elle est toujours là, dans l'obscurité entre les maisons et dans les espaces sauvages au-delà du village. Ses élèves lui demandent parfois s'il croit aux anciennes histoires, et il leur répond honnêtement qu'il le fait. Qu'il a appris qu'il y a plus de choses dans le monde que ce que n'importe quelle université lui a enseigné, et que la sagesse des aînés est acquise à travers des générations d'expériences de vie en relation avec une terre qui exige le respect. L'expérience a fondamentalement changé qui était Joseph et ce qu'il croyait de la réalité, lui enseignant que rejeter les savoirs traditionnels comme de la superstition n'était pas un signe d'éveil, mais d'ignorance, et que la véritable éducation exigeait de l'humilité face à des mystères que la science ne pouvait pas encore expliquer.